Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, Catherine, on a prévu de parler de nos processus d'écriture. Alors, c'est quelque chose qui est à la fois très personnel, puisque ça dépend un peu, enfin on le verra, mais ça dépend de chaque écrivain, chacun sa petite méthode, sa petite popote. Mais en même temps, c'est toujours intéressant de découvrir ce que l'autre fait, même si on a un peu commencé les choses en off. On les a commencés en off et puis on a évoqué un petit peu certains points de nos process d'écriture déjà dans certains épisodes. On vous renvoie notamment à celui sur l'inspiration, si je ne me trompe pas, qui était un de nos premiers, il me semble. Je sais plus, on en a tellement qu'on ne sait plus. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Oui, puis il faut qu'on le fasse vraiment, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois on dit on mettra ça dans les notes de l'épisode et puis on le fait. Ah, il y a certaines références que j'arrive à penser à mettre quand même. Ah oui, tu es parfait. Bon, en plus c'est absolument gratuit de ma part, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc voilà, on va couper pour se battre et on revient. Nos auditeurs peuvent nous laisser des commentaires quand il y a besoin. Je me souviens de Lionel notamment qui avait besoin d'une référence de bouquin. Oui, exactement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et qu'on a omis de préciser certaines choses dans les notes. Absolument. On se tient à votre disposition. Alors, processus d'écriture, qu'est-ce que tu entends par là déjà, toi ? Alors, on va de où jusqu'à où ? De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, on avait, je pense, un petit peu prévu d'évoquer tout ce qui concerne la préparation avant l'écriture proprement dite, partant du principe qu'on est tous les deux plutôt architecte que jardinier. Tu nous rappelles la définition de l'architecte et jardinier ? On avait abordé ça en disant qu'il y avait probablement deux façons de voir l'écriture ou deux types d'écrivains. Il y a les jardiniers, les jardiniers et les architectes. Les jardiniers étant ceux qui découvrent leur histoire au fur et à mesure qu'ils écrivent. Donc en général, ils ont un point de départ, à peu près un cap, c'est-à-dire dans quelle direction ils veulent aller, peut-être même une fin, mais tout le reste, ils le découvrent au fur et à mesure de leur écriture. Donc autant dire que le process d'écriture, il est vite, on a vite fini d'en parler. Ah, je sais pas. Le problème, c'est qu'on est architecte, donc on n'a pas ce point. Oui, d'un autre côté, on sait pas. Ça vaudrait le coup, peut-être qu'on refera un épisode avec un jardinier pour voir, justement. J'ai l'impression qu'il se lance beaucoup plus vite dans l'écriture. Peut-être. Enfin, ça me paraît être par définition, puisque l'architecte, il prépare, il peaufine, il fait tout ce dont on va parler incessamment, mais il fait toute une trame que ne fait pas le jardinier par définition. L'architecte a besoin d'avoir ses arcs narratifs développés, la fin précisément, le point de départ, ce qui se passe à chaque moment crucial de son histoire pour pouvoir commencer à écrire le premier jet. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Absolument, mais la question... Après, il y a des niveaux de détails différents. Mais... Tout à fait, puis ce qu'on souhaite un petit peu peut-être aborder aujourd'hui, c'est dans quel ordre on fait les choses aussi, parce que finalement, quand on débute dans l'écriture, on a bien une vague idée de ce qu'on veut faire, mais dans quel ordre ? Alors bon, sachant que c'est, comme tu l'as dit, nos façons à nous qui n'ont pas valeur de grand guide universel, mais... C'est peut-être la chose à retenir, puis après vous pouvez couper l'épisode. À la semaine prochaine. Mais en fait, ce qu'on va raconter sur nos processus, c'est pour ça qu'on parle de nos process d'écriture, c'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure de le faire, et puis quelque chose qui s'affine plus on va faire les... Oui, c'est aussi ce que j'allais dire, parce qu'en parlant un petit peu en off tout à l'heure, on s'apercevait qu'on avait modifié nos manières de faire et qu'on les modifie, comme tu disais assez justement, aussi en fonction du roman. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on va aborder. Après, il me semble... J'ai rencontré des collègues auteurs qui, une fois qu'ils ont trouvé une façon de faire, ils ne veulent pas en déroger. Peut-être de peur de saper le travail ou de ne pas y arriver, etc. Et qui vont faire toujours la même chose, parfois même toujours à la même époque. Oui, mais alors, dans ce cas-là, j'imagine, est-ce que ce sont des auteurs qui écrivent dans un seul genre ? Oui. Oui, parce que... Je ne sais pas toi, alors, tous les deux on écrit dans plusieurs genres différents. Et moi, il me semble, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis rendu compte que mon process d'écriture, je pense, est assez le même pour un genre donné
Et en revanche, selon que j'écris à la fois soit du noir, soit du fantastique, ou de l'adulte, ou du jeunesse, je ne vais pas procéder de la même manière. Donc c'est peut-être, à contrario, un auteur qui écrit que du polar ou que, je ne sais pas, de la fantaisie. Effectivement, on a toujours un petit peu les mêmes schémas narratifs et c'est assez logique de procéder toujours de la même manière. Tandis que avec plusieurs genres différents, on n'écrit pas une romance comme on écrit un polar ou comme on écrit, je ne sais pas, de l'historique par exemple, j'imagine. C'est clair qu'il y a certains genres où il y a besoin de beaucoup moins de documentation, par exemple, ou de recherche. Oui. Et du coup, tout ce côté-là va sauter. Alors que si tu fais un roman très documenté, très dans la vraisemblance, et je suis de ce genre-là pour mes policiers, j'ai besoin de savoir le poids qu'il faut mettre sur la gâchette de mon pistolet que mon personnage va utiliser. C'est perso, hein, mais tu vois, pour m'aider à retranscrire ça. Donc, je fais des recherches dans ce sens-là. Il y a des bouquins qui n'ont pas besoin de ça. Du coup, tu as tout un pan du processus qui va changer. Alors, c'était l'introduction. Ça va être un long épisode, je pense. Alors, par quoi commences-tu? Quand tu te dis, ou je ne sais même pas si tu te dis ça au départ, écriture d'un nouveau roman, quelle est l'étape numéro 1 pour toi? Ça se passe pas comme ça. Bon, alors voilà. Alors vas-y, comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, je crois que je me souviens plus le tout premier. Par contre, maintenant, ce qui est très fréquent, c'est que j'ai l'idée du suivant au décours de l'écriture d'un autre. Pas forcément le suivant, mais un des prochains, l'idée, elle va germer pendant l'écriture d'un bouquin. Oui, alors c'est même pas au décours, c'est pendant. Oui, c'est pendant l'écriture. Ouais. Et il faut être fort pour pas lâcher celui qui est en cours. L'idée est toujours plus séduisante, la nouvelle idée. Jolie barbe à papa qui te passe devant les yeux, enfin pour ceux qui aiment le sucre, quoi, et qui t'as envie d'aller dessus et de développer l'idée, puisque forcément elle est toute brillante, étincelante, et elle est forcément mieux que ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de galérer à écrire ton bouquin. Le ventre mou, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, on en reparlera. Donc très souvent c'est ça. À la base, ça reste, moi j'appelle ça de la collision d'idées, c'est-à-dire j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça au cours de l'écriture, je les collecte, j'essaie de ne pas en rater. À l'inverse de toi qui les balance contre un mur et tu gardes que celles qui collent. Oui, c'est ça la technique reprendre une du image spaghetti vulgaire, trop cuit. Non, mais dans le sens où tu me disais une fois que les idées qui restaient étaient celles à développer, celles dont tu ne te souvenais plus, et donc elles valaient peut-être pas la peine. J'ai peut-être mal compris, mais c'est à peu près ça. Si, c'est un petit peu ça. J'estime que j'en ai suffisamment pour pas me retrouver avec un panier vide à un moment donné. Donc, je fais cette sélection naturelle, oui. Alors, peut-être qu'elle s'opère chez moi, mais j'ai quand même tendance à tout noter. Et à force de les mettre dans le même saladier, on va dire, et de les remuer, il y en a qui rentrent en collision, il y en a qui s'assemblent, et ça donne de nouvelles idées. Et c'est ça qui me donne la petite étincelle qui me fait un début d'histoire. Et puis, parfois, ces idées, elles s'assemblent avec une situation que je vais vivre ou dont je vais être témoin et qui va me faire une amorce pour un début d'histoire. Et c'est à partir de là où ça commence à prendre forme dans ma tête et où je vais m'intéresser beaucoup plus fortement à l'idée, au sens l'idée de l'histoire en question. Ou aussi, c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on discutait aussi en off, on discute beaucoup en off, spécialement aujourd'hui on avait énormément discuté en off et on s'est dit qu'à un moment il fallait qu'on travaille un peu et qu'on enregistre. Et tu me disais que tu avais eu récemment, enfin que tu étais en train de travailler sur un appel à texte et que la forme de cet appel à texte qui est une nouvelle avec un thème imposé, correspond justement. Voilà, une idée que tu avais déjà. Il y a un fond de tiroir, oui. Ouais, alors ça, c'est idéal quand ça se passe comme ça. Oui, alors c'est ça ce que c'est la belle illustration pour mon terme collision d'idées. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça tombe pile poil, que cette histoire, elle va bien coller pour cette commande ou cet appel à texte. Et donc elle ressort pas naturellement, mais presque. J'y pense en tout cas, et les deux font que ça va peut-être bien coller et que je vais développer cette histoire.
Et puis c'est plus ou moins conscient ce processus. Et puis ça dépend aussi des rencontres qu'on va faire. Et puis le roman que j'écris en ce moment, il est la conclusion heureuse d'une discussion au débeauté avec une autrice sur un salon qui date de 2020. Donc 21. Donc, et on est 3 ans plus tard, tu vois. Et c'est maintenant que j'écris le truc parce qu'il a mûri. Il a rencontré d'autres choses que j'avais collectées dans mes petits carnets, ma collection d'idées. Et l'un plus l'autre, plus encore autre chose, etc. Ça me dessine une sorte de scénario qui arrive dans ma tête. Et c'est à partir de là que je vais commencer à travailler, entre guillemets, vraiment dans l'objectif de construire cette histoire. Et justement, alors par rapport à ça, j'ai un peu une question. Est-ce que tu as, parce que tu dis finalement, tu notes toutes tes idées sans chercher à les hiérarchiser ou à les classer ou à dire celle-là elle est bonne, celle-là elle n'est pas bonne, mais est-ce que tu n'as pas, pour certaines idées qui te font vraiment pétiller les yeux et d'autres moins, et parce que moi, finalement, je me dis aussi en t'écoutant, je crois que si je note pas tout, c'est qu'il y a certaines idées ou certaines thématiques. Tu vois, on parlait typiquement de ce fameux appel à texte, où moi, généralement, quand on me dit un appel à texte, je frétille sur ma chaise. Et là, je frétille pas du tout, parce que je sais que ça ne m'appelle rien. Et à contrario, j'ai une copine qui récemment m'a envoyé un petit mot en me disant « Ah tiens, il y a chez moi, près de chez moi, il y a un lac où il se passe telle chose. Voilà. » Et le simple fait, c'est un WhatsApp, il y a 2 phrases, et ces 2 phrases, je me suis dit, oh là là, comme j'ai trop envie d'écrire. Et tu voyais l'histoire déjà. Voilà, je voyais l'histoire déjà. Est-ce que ça te fait ça, ou est-ce qu'au début, pas spécialement, et c'est pour ça que tu notes tout finalement? Non, ça me fait ça. Mais je vais aller puiser dans ma banque d'idées pour en faire quelque chose d'encore plus personnel. Ouais, d'accord. Quelque part. Ouais, parce que tu mixes, en fait. Oui. Tu mixes certainement plus que moi, alors. Ces idées-là, oui, il y a des choses qui sont... Il y a même des idées que je prévoyais... je vois des scènes, par exemple, des fois. J'imagine des scènes, ça vient comme ça vient, que j'imagine au moment où je les imagine étant dans un genre particulier, une course-poursuite de bagnole, etc. Et au final, que j'utilise dans carrément autre chose, en déviant un peu certains... voire carrément d'autres genres. Alors moi, ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises aussi sur le ciblage, enfin moi qui écris à la fois de l'adulte et puis du jeunesse, où j'ai eu notamment mon deuxième roman jeunesse, l'Escape Game de Lézin. C'est au départ une histoire d'escape game un peu surnaturelle, avec des ennuis pour les héros. J'avais prévu ça pour écrire dans la collection Gore des Alpes, qui est une collection suisse, comme son nom l'indique, de romans horrifique, le plus gore possible. Et j'avais vaguement été approchée pour écrire dans cette collection. Et j'avais imaginé, mais de manière très, très, très lointaine, comme ça, un endroit, une espèce d'hôpital abandonné où il y aurait un jeu grandeur nature à l'intérieur de cet hôpital. Et le projet, ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas spécialement pris, mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et quand l'opportunité s'est présentée d'écrire en jeunesse un roman d'horreur, c'est naturellement cette idée-là qui s'est imposée. Et puis là, ça a marché. Parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi. Tu la stockes où, cette idée ? Alors là, en l'occurrence, c'était vraiment dans ma tête, parce que je crois que j'avais pas du tout pris de notes à ce sujet. C'est là où je comprends ce que tu dis par c'est celle qui colle, entre guillemets, oui. qui vont rester, c'est celle qui te reste en tête, en fait. Oui, c'est ça. Alors après, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a l'embryon d'idée qui tient en une phrase ou deux, où ça, tu peux le stocker dans ta mémoire vive. Je pense même si tu en as beaucoup, tu sais à peu près où elles sont. Après, quand on commence à les développer, et là on est un peu dans la deuxième phase, je pense, où on se dit, tiens, cette idée, elle m'a fait pétiller les yeux. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je la développe ? Tu les reprends et tu les redéveloppes, ok. Comment tu fais, toi ? Là, t'as ton idée. Il y a différentes catégories de petits morceaux, de petites pièces de Lego d'idées. Il y a celle où la catégorie A, ça serait bien, sans vraiment savoir ce que tu vas en faire, ou tiens, ce fait divers est intéressant,
tiens, cette thématique m'intéresse. Ah, ils ont fait ça comme découverte scientifique, je pourrais peut-être m'en servir pour faire tel truc. Et puis il y a les idées où il faut vite que tu écrives un paragraphe parce que... Un paragraphe, mais ça veut dire que tu écris déjà c'est souvent quand c'est une scène qui m'arrive, par exemple. Ah oui, alors que moi je fonctionne pas du tout. Une scène que j'avais prévue pour un policier, qui est une scène de fusillade sur un pont, avec une fin et un début, que presque un chapitre. Et ça m'est arrivé en sortant du boulot, il a fallu que je m'arrête et que j'écrive le truc vite fait sur un bout de carnet. Mais tu connaissais du coup pas, pardon je t'interromps, mais parce que je trouve ça incroyable, parce que moi je fais pas du tout ça. Tu connaissais pas du tout les personnages, c'était X, Y, X tire sur Y ou comme tu tomberais sur une scène à la télé, tu zappes, tu tombes on est en plein milieu d'un policier, il se tire dessus sur un pont et c'est juste cinématique, il y a l'ambiance qui me plaît, il y a des choses et je note tout ça. D'accord. Puis après j'oublie. Et tu notes ça sur un carnet? Dans un carnet. Ouais. L'idée, c'est de la noter pour pas la perdre. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, après, je les renote dans d'autres choses. Donc, elles sont renforcées quelque part. C'est pour ça qu'elles restent aussi. Et des années plus tard, j'ai besoin d'une scène de fusillade dans un contexte de science-fiction complètement différent. Et j'ai que 2-3 trucs à adapter, mais la scène, elle existe déjà. Et puis là, tu arrives à la l'ambiance, elle correspond parfaitement à l'ambiance que je voulais donner à cette scène-là. Elle était prévue pour, je l'utilise. Tu la prends, d'accord. C'est ce genre-là. Ah oui, mais alors parce que ça, on en a déjà parlé aussi, et c'est une différence fondamentale entre nous, c'est que moi, j'écris chronologiquement. Moi, je ne vais pas écrire une scène, je ne vais pas écrire mon chapitre 27 de quoi que ce soit si je n'ai pas au départ... Me regarde pas comme ça. Non, mais j'attends que tu finisses ta phrase. Oui, c'est vrai, je finis pas les phrases aujourd'hui. Il m'a fait le reproche à plein de reprises. Bon. Et puis du coup, j'ai oublié le début, donc j'aurais pas pu dire ma phrase. Tu m'expliquais que tu écrivais tes romans dans l'ordre. Voilà. Mais puis t'as fait ce regard étrange, ça m'a perturbé. Non, j'étais en train de me poser la question si je faisais ça ou pas. Mais je crois que t'as dit. Je le fais sur certains projets, et il y a certains projets où je vais écrire pas dans l'ordre. Oui, mais c'est ça. Moi, je comprends pas comment tu fais. Par exemple, pour enfoncer une porte ouverte, si j'ai 3 fils narratifs imbriqués, 3 personnages différents, c'est pas compliqué d'écrire l'aventure du personnage A, de A à Z, enfin de 1 à 30, puis celle de B, puis elles vont se croiser, puis celle de C. Oui, mais possible. Justement, quand elles se croisent... Après, il y a les moments où elles se croisent, où c'est plus compliqué. Mais... Oui, et puis, de fait... Combien de fois j'ai écrit... donc, j'ai des romans où j'ai 3 points de vue. Du point de vue de l'équilibre pour le lecteur, c'est bien de balancer les choses, c'est-à-dire qu'on n'ait pas 3 chapitres à suivre avec le même point de vue. Oui, alors ça, c'est certain. Combien de fois j'ai écrit ces 3 chapitres, puis après dire, ah ben non, je vais déplacer ces 2-là après la scène, si d'un point de vue chronologique ça colle, de l'autre personnage, comme ça mon lecteur s'ennuie moins, etc. D'accord, mais dans ce cas-là, si tu acceptes ça, tu peux le faire pour plein d'autres trucs. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, tu es quand même chronologique parce que tu fais ton premier film narratif dans le bon ordre. Ce que je voulais dire, c'est... Écrire la fin avant le début, par exemple. Oui, ou écrire totalement... Enfin, prenons l'exemple, parce qu'il est simple, finalement, d'une romance. Tu as les 2 personnages qui se rencontrent, qui tombent amoureux, qui sont fâchés, qui retombent amoureux, qui se marient, qui font des enfants. Tu vas écrire le vin d'honneur alors que tu n'as pas... Alors, tu vois alors dans ce cas-là, peut-être que j'étais pas assez clair. On s'éloigne un peu du... Enfin, quoi que c'est le processus. C'est aussi le processus d'écriture. On est juste parti dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Comme toujours. Bienvenue sur Du Haut de Plume. C'est possible que j'écrive pas dans l'ordre, voire même c'est sûr que j'écris pas dans l'ordre quand j'écris mon synopsis, mon plan détaillé de tout mon roman. Ah bah c'est encore pire. Je vais en général écrire la fin, puis le début, puis le milieu, puis le climax, puis les petites pièces qui manquent, mais alors, pour que tout s'emboîte. Et après, quand j'écris mon premier jet, c'est chronologique. Ah, c'est d'accord. En suivant mon plan. Et ça me permet de dévier de mon plan, parce que mes personnages, ils vont influencer l'histoire au fur et à mesure que je les découvre, et plus ou moins dévier mon plan tant que je raccroche vers ma fin prévue. Et puis alors, ton plan... Donc oui et non. Oui, et ton plan, ce fait de commencer par la fin,
C'est dans tous les genres ou parce que bon, donc on rappelle que toi tu écris des thrillers et de la SF, en tout cas Et du fantastique. et du fantastique pour l'instant. Et oui, donc c'est dans tous les genres dans lesquels tu sévis. Tu commences par la fin? Oui, c'est récent, hein, c'est depuis les 2 derniers. Donc Je tes faisais pas deux ça avant. fantastiques. Ton premier roman, donc, Alors qui le était un deuxième roman noir. fantastique, en fait la fin du 2e tome de ma duologie fantastique, je l'avais déjà. Mais j'ai commencé par écrire cette fin avant de commencer le début. Et le thriller que j'écris en ce moment, j'ai commencé par la fin. Pour mon plan. Pour un thriller ou un polar, ça me paraît... C'est parfaitement logique. C'est même indispensable, non? Non, c'est plus facile. Oui, ça a mais l'air c'est plus facile. contre-intuitif, c'est plus facile. Mais moi, j'ai écrit mon premier thriller, je l'ai écrit dans l'ordre. Mais tu savais pas. Je savais où je voulais aller. Je Donc sais tu qui a savais tué ta qui, fin. si tu veux. Oui, mais c'est ça. La fin, du coup, est différente de ce que j'avais prévu. C'est le problème. Dans les détails. C'est le problème. C'est le problème pour un architecte. Tu fais les plans d'un pont et au final, t'as une petite passerelle minable. Ouais. C'est comme ça que tu dépasses ton budget et que tu livres 3 ans plus tard. Et t'es pas repris Voilà. pour le chantier suivant. Donc oui, c'est possible. C'est quand même beaucoup plus facile pour un architecte, je trouve, quand tu commences par la fin. Mais ça, je l'ai découvert après des années. Oui. Alors, oui, sachant que de toute manière, on a tous les deux la même manière de travailler, comme on disait en préambule, en commençant par quand même un plan relativement détaillé. Donc, si on revient à la thématique de l'épisode, donc on a notre idée qui amène d'autres idées, qui commence à faire faire un scénario, une histoire. Donc là, à ce stade, ton scénario, il tient en quelques phrases. C'est un pitch. C'est un pitch, donc quelque chose qui c'est un truc que tu peux raconter dans un ascenseur. Ouais, c'est l'histoire d'un gars qui fait ça, à la fin il lui arrive ça, et puis entre les deux il y aura ça. Boum. Donc quelques phrases. T'en es là. Qu'est-ce que tu fais après? Alors, soit ça reste là parce que c'est pas hyper excitant. Mais on est dans l'hypothèse où tu soit développes. Vraiment ça me botte les fesses et j'ai envie d'explorer parce que ça raccroche des thématiques que je veux explorer ou autre. Et là du coup je m'assois et je me pose plein de questions. C'est des questions de base qui vont être mes personnages principaux, mes vilains. Alors voilà, tu commences, mais toi, ça on en avait pas. Pardon, hein, je t'interromps, mais il me semble qu'on en avait parlé aussi dans un épisode. Toi, tu commences par les personnages. Ouais. Les personnages, donc tu as une intrigue ébauchée. Oui. Tu creuses tes personnages et tu les développes sans savoir exactement à ce stade-là ce qui va leur arriver précisément. Et c'est eux qui génèrent l'intrigue plus précise, si je comprends bien. Non, je sais ce qui va arriver aux personnages. Les gros points les gros points d'orientation dans le roman, je les connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as besoin... comment dire? C'est dans l'ordre de peaufinage. Il faut d'abord que tes personnages soient très très clairs. Non, alors oui, disons que quand je suis au bout de mon idée là et que je veux commencer à développer, je sais déjà par exemple que je veux que mon personnage principal soit une journaliste, femme, qui est en train de perdre son job et qu'elle va lutter avec ça. Et puis je sais quel va être le problème et que mon second personnage, ça va être un policier qui fait ci, qui fait ça. Mais c'est tellement généraliste. Je pourrais très bien changer les choses sans que ça change vraiment l'histoire. Ouais. Et à partir de là, je me pose ces questions sur ces personnages. C'est-à-dire, ok, je veux que ça soit une journaliste, ça apporte quoi? Pourquoi? Donc, quel est l'intérêt d'avoir une femme, une journaliste, et qu'il lui arrive ça par rapport à l'histoire? Et puis pareil pour mon second personnage, et puis du coup, pareil pour mon vilain ou mon antagoniste. Quand j'ai un dégrossissement relativement clair de ces personnes-là, de ces personnages-là, je vais voir comment ça s'imbrique dans mon histoire. Et en général, quand j'en suis là, ça m'accouche d'un setup, c'est-à-dire de l'endroit où ça se passe, de l'époque, ce genre de choses. Ça vient, mais c'est ça, ça vient après. Oui. Sauf, il y a certains genres où la science-fiction, par exemple, que j'ai écrit,
C'était plus le setup qui m'intéressait. Et j'ai développé des personnages là-dedans, mais mon contexte politico-historique est venu en premier. Alors ça, je pense que dans ce genre... Alors moi, j'écris pas dans ces genres-là, en vérité, parce que moi, mon fantastique est toujours un fantastique, soit de la fantaisie urbaine, soit du... Donc du fantastique. Voilà, mais c'est pas de la science-fiction et pas de la fantaisie pure avec des univers... Avec création de monde, oui. Donc, mais j'imagine, c'est logique, quoi. Si tu es dans un autre univers, il faut déjà que tu aies les règles de ton univers avant de développer le reste. Est-ce que c'est obligatoire de le faire dans ce ordre? Je pense pas. Je pense que ça dépend sur quoi tu veux mettre l'accent, en vérité. Mais quel que soit le genre et quelle que soit l'histoire, ce qui intéresse le lecteur et l'écrivain, c'est le personnage. C'est ce qui arrive au personnage, ses problématiques et comment il va s'en sortir. Alors, je t'aurais dit oui. Alors, je te dis oui de toute manière parce que tu sais... Essaye d'écrire une histoire sans personnage. Alors, non, mais je vais développer. Je fais comme si je n'avais pas entendu. Non, mais effectivement, j'attache beaucoup d'importance aux personnages, à leur personnalité, leurs émotions et tout ce qui s'ensuit. Néanmoins, je me rends compte, maintenant que j'écris davantage de noir, puisque je suis venue au noir assez tardivement dans ma carrière d'écrivaine. Et là, actuellement, moi, je suis en train de travailler sur mon prochain roman noir et je me concentre beaucoup plus sur l'intrigue que sur les personnages. Et les personnages... En même temps, c'est vrai qu'on essaye de systématiser, c'est un tout finalement, parce qu'on bien sûr que c'est un tout, mais il faut que ça s'articule bien. Voilà, mais moi, mes personnages, au stade où j'en suis, je commence à avoir une vision assez détaillée de l'intrigue, avec les différents rebondissements, avec les twists, avec tous mes points de bascule nécessaires pour arriver à une histoire haletante et avec beaucoup de surprises. Mes personnages sont flous. Mes personnages sont flous. Mais oui, mais ça tient au genre, principalement. Le policier et le thriller, enfin, cette catégorie-là, c'est finalement très procédural, très ancré dans un réalisme et une réalité, et en plus très logique. Tu as besoin de beaucoup de logique pour que les événements s'enchaînent de manière crédible, pour que le dénouement soit satisfaisant. Pour le lecteur roman, et l'écrivain. Ouais, le roman policier, le thriller, pas tant. Parce que le thriller, c'est à mon avis plus libre. T'as un peu plus de marge. Oui. Dès qu'on est sur de la folie, sur des choses qu'on n'explique encore pas vraiment, comme les tueurs en série ou les choses comme ça, on a des profils, mais on a le pourquoi des choses. On peut être très large dans la mention, j'ai l'impression. Donc oui, t'as plus. C'est vrai que si t'es sur du, comme disent les Anglais, du police procédural, c'est-à-dire vraiment de l'enquête où on suit que les enquêteurs et puis il faut passer par le proc et puis il faut qu'on ait un mandat pour faire telle chose et puis on n'a pas le droit de rentrer si on n'entend pas de cris dans la maison. Enfin, il y a plein de règles qui sont légales et qui protègent et qui construisent la société civile dans laquelle on vit. Donc il faut les respecter aussi dans ton monde bien fictionnel. Sûr. Et du coup, l'intrigue prend une importance plus haute peut-être que dans d'autres genres. Ça, je suis d'accord. Je pense. Mais au final, si tu veux intéresser les gens, si tu as une super intrigue avec un beau climax à la fin, mais que tes persos sont, entre guillemets, mal développés, j'allais dire dégueux, mais tu vois, mal développés... Pas dégueux, mais pas attachant. Pas attachant. Ou lisse, ou trop lisse. On a un roman bancal, c'est-à-dire que à la fin de la lecture, il te manque quelque chose, tu dis, ça aurait été bien, mais je ne sais pas dire quoi, mais il manque quelque chose, et puis c'est ton perso qui mange, c'est un arc narratif qui manque, pardon. C'est un arc narratif, c'est le développement, enfin tu vois, c'est ce genre. Donc on en revient toujours au personnage à cause de ça. Donc moi quand j'ai compris ça, j'essaie de les faire passer avant quand même si j'ai déjà une idée en fond de tête de l'intrigue, du plan global, etc. Fiche personnage, toi, ou non. pas? Alors, je fais des castings. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, raconte. Comment postuler pour le prochain roman de Cyril Vallée? Très souvent, parce qu'en fait, j'ai une écriture cinématique, dans le sens où j'écris ce que je visualise comme un film dans ma tête.
Oui, ça se sent beaucoup dans ton écriture. Ça se ressent peut-être un petit peu à la lecture. Et l'inconvénient ou l'avantage de ça, c'est que du coup, j'ai besoin d'une référence imagée pour mes personnages. Donc, une fois que j'ai un peu avancé ça, qui est mon héroïne, elle est journaliste, etc., à peu près son âge, à peu près son ethnie, etc., je vais caster en cherchant des images. Alors, des fois, c'est super évident, c'est une actrice connue, et puis, voilà, ça lui colle à la peau, ça va bien, je la prends. Puis, voilà, mais sachant que c'est une sorte de mood board, comme on appelle. Je vais pas la décrire exactement comme elle est. C'est ça, mais c'est pour toi. C'est une influence sur comment va être mon personnage, oui. Mais c'est pas quelque chose et je pose cette question à dessein, c'est pas quelque chose que tu diffuses à ton lectorat, dans ta newsletter ou. Je l'ai encore pas fait en tout cas. Ouais. Alors, je te pose cette question parce que je pense notamment à un auteur que je suis sur les réseaux sociaux et qui partage les grandes étapes de son travail comme on fait un petit peu tous. Et il diffuse, quand il travaille sur un roman, il diffuse ça. C'est-à-dire, je pense qu'il fait comme toi, il caste avec des personnes qui existent, des chanteurs, etc. Et il les diffuse en disant, bah voilà, ça c'est mon héros, ça c'est mon héroïne. Et ça me gêne en tant que lectrice. Ça m'impose une image. Voilà, j'ai des craintes par rapport à ça à cause de... Clairement. C'est-à-dire, j'ai déjà été déçu, je pense qu'on l'a tous été, de voir un film au cinéma issu d'un roman dont on a imaginé les personnages ou vice-versa. Oui. Le seul avec qui ça marche pour moi dans les deux sens, c'est Harry Potter. Et Outlander aussi. Quand tu lis les bouquins et que tu regardes la série, je n'arrive plus à dissocier les deux, c'est-à-dire l'image de l'acteur et puis le personnage. Mais dans plein d'autres cas, je suis assez déçu qu'on m'impose une représentation visuelle. Alors je dois dire, je souris parce que c'est deux œuvres qu'on aime bien tous les deux, Harry Potter et Outlander. Moi, dans les deux cas, alors Outlander, j'ai pas lu, Harry Potter, j'ai lu, mais j'ai lu après avoir vu les films. Et la seule chose que ça va mieux dans ce sens. Je pense que ça va mieux dans ce sens, mais on s'aperçoit, en tout cas, je pense que les acteurs ont quand même été choisis en fonction de la description dans les livres, et on est sur quelque chose d'assez proche. Alors dans Outlander, je sais pas, mais du coup, ça correspond très très bien. Mais le fait est, enfin, pour revenir sur cet auteur qui fait ses moodboards, là, moi, parce qu'en plus, il faut dire que notamment le héros, il a une sale tête. Voilà, moi, c'est éminemment personnel. C'est très relatif. Mais oui, mais du coup, c'est un petit peu... Ça me fait réfléchir en tant qu'auteur, parce que je me dis, mais ça tient à pas grand-chose. Et aller donner à tes lecteurs, en plus en amont, il n'est même pas sorti de bouquin, et tu leur dis, voilà mon héros... Parce que toi, tu vas l'apprécier, et puis il n'y a rien de plus subjectif. Tout dépend comment tu amènes la chose. Si tu dis voilà ce qui a inspiré mon héroïne, c'est bien plus vague que... Oui, alors c'est sûr. Voici l'héroïne. Oui, elle a un grain de beauté là. Oui, elle a les yeux de telle couleur. Ouais, c'est ça. Donc bon, toujours est-il sans doute plus prudent de garder pour toi. Donc je fais du casting, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une représentation imagée, et puis pas qu'un portrait, ça va être aussi... Je fais du patchwork de tueurs en série, quoi. C'est-à-dire que la tête va être une personne que de la vie réelle. Le corps va être différent, une autre personne, c'est possible, ça m'est déjà arrivé, ou la façon de s'habiller, etc. Mais c'est plus un problème de donner une influence sur l'ambiance ou sur l'humeur. Enfin, en regardant ce portrait, ça me donne une idée encore plus... Parce que tu l'affiches, on est d'accord, t'imprimes ça. Les premiers temps, j'écris, ton fond d'écran. Ouais, alors moi pas du tout. Pour certaines scènes aussi, je fais des recherches de lieux, et je vais avoir et de musique aussi pour l'écriture du premier jet, et je vais avoir tout ça qui influence et qui donne cette ambiance. Alors d'ailleurs, ça nous amène à effectivement l'environnement. Alors la musique, c'est peut-être encore à côté, parce que finalement la musique, c'est l'ambiance que toi tu mets et qui t'aide pour écrire. Mais ça vient plus tard, mais oui. Donc ça, c'est peut-être plus sur la phase d'écriture proprement dite. Et alors en revanche, je reviens sur les lieux.
Donc quand tu travailles sur une histoire, tu vas choisir les lieux. Je me posais ces questions sur les personnages, sur leur histoire. Avec ça, je me pose des questions sur les recherches que je vais avoir à faire. J'aime bien documenter, j'aime bien un certain niveau de vraisemblance. On en parlait tout à l'heure de comment un pistolet réagit, comment on le tient, mais ça peut être autre chose, comme la procédure pour faire tel ou tel truc légal dans un pays ou dans un autre. Ou des métiers où tu décides que tu as telle personne qui fait un métier un peu inédit. Par exemple. Ou j'ai un tueur qui tue d'une manière très originale, mais toujours la même façon, mais qu'il a développé au fil des années, genre artisanat, quoi. C'est une façon de faire qui lui va et qui lui permet de faire certaines choses dans le roman. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, pour savoir si c'était plausible, faisable, si ça avait déjà été fait. Et alors la recherche sur Internet, j'imagine principalement. C'est bien connu que les historiques des ordinateurs des écrivains sont terribles. Mais c'est pas suffisant, principalement pour les lieux. Si tu veux vraiment être de l'ordre du ressenti, les gens qui ont des souvenirs par rapport à certains lieux, c'est des souvenirs de l'ordre des sensations et des émotions. Oui. Et tu peux te faire toutes les recherches que tu veux sur un village de pêcheurs en Grèce, etc. Puis tu vas arriver à décrire comment c'est, la température qu'il y fait, machin. Mais si tu vas discuter avec une des personnes sur place ou quelqu'un qui est allé, il va te dire « Mais moi, ce qui me parlait le plus, c'était cette odeur de poisson grillé à 19h, parce que le resto du bout de la lagune, là, il fait toujours ses sardines à 19h. Et ça se mêlait avec les autres odeurs, puis c'est ça, moi, qui me revient. Oui, c'est ça qui fait l'authenticité de ton roman. Et tu l'as pas sur les recherches Internet, ça. C'est un exemple. Mais... Oui, ou alors... Donc, je cherche à avoir ça. Si je peux trouver des gens qui sont proches de ce que je veux faire, je vais le faire. Ou ça t'évite de te planter. Alors moi, j'ai une anecdote à ce point de vue-là. Enfin, c'est pas ça t'évite aussi, planter, mais quand j'ai écrit le cas singulier de Benjamin T, ça se passe en Haute-Savoie et c'est une histoire qui se passe partiellement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment, les maquisards partent dans la montagne pour arriver par des chemins, les chemins du maquis, à travers des cols de je sais pas quoi, pour arriver en Suisse, de l'autre côté. Et je vais présenter ce roman en Haute-Savoie, en l'occurrence. Enfin, je suis invitée par une médiathèque à aller parler de ce roman, et donc avec un lectorat du cru. Et je discute, et puis au moment des questions, il y a une dame qui me dit « Alors, j'ai beaucoup aimé votre roman, mais... il y a quand même un truc que j'ai pas compris. Mais par où vous les avez fait passer ? Il n'y a pas de chemin à cet endroit-là. » Et je me suis sentie toute bête parce que, évidemment, j'avais pas fait le chemin. Il n'existe pas, oui. Col. Si, il existe. Il existe, mais j'avais regardé sur Google Maps et j'avais plus ou moins élaboré que par ce passage-là, ça jouait, puis que par ce passage-ci, ça jouait pas. Mais ce que tu peux voir sur Google Maps et la réalité, alors oui, j'avais cité des cols et des passages qui existent, mais je pense que je m'étais complètement ramassée en termes de distance. Et donc, elle me l'a dit avec beaucoup de bienveillance, mais c'est là que tu dis effectivement, c'est exactement ce que tu disais, il y a les limites d'Internet, quoi. Mais après, on ne peut pas toujours aller sur place. Non, si je fais un roman qui se passe sur Mars, par exemple, ça va être compliqué. Oui, mais alors il y aura peu de détracteurs pour aller te dire non, mais je crois quand même que... C'est un autre public, la science-fiction. Il y a science dedans, donc tout dépend à quel point tu es... proche de la science-fiction ou pas, mais tu vas vite avoir des détracteurs parce que non monsieur, c'est pas possible, les atomes ils se comportent comme ça et pas comme ça. Dans tous les cas, parce que tu as aussi les questions, on en avait aussi parlé je crois dans un de nos innombrables épisodes, il y a les questions de cohérence aussi interne dans ton monde. Oui, et oui. Ce serait très dangereux de se dire parce que j'écris du fantastique ou de la fantaisie ou je peux faire ce que je veux, ouais mais non tu peux pas parce qu'il y a des règles et les règles tu dois d'abord les créer et ensuite tu dois les respecter une fois que tu les as créés. Donc, ça serait une étape à rajouter en plus des personnages. Oui. Et quand on parle d'environnement, alors si on est sur du roman réaliste comme le policier, le thriller, la romance, ce genre de choses, on peut faire des recherches sur le monde réel et puis la physique est connue, l'histoire, la météo est connue, l'histoire est connue, etc. Les personnages réels. Et puis après il y a
le world building qui serait la construction d'un monde, et par monde, c'est pas que géographique, c'est aussi si c'est de la fantasy, comment fonctionne la magie, pour justement avoir une cohérence dans tout le roman. Donc là, ça serait à ce moment-là, je pense. Oui, mais finalement, je pense que les recherches qui sont quand même très importantes pendant cette phase préparatoire, elles peuvent intervenir à différents moments. Parce que quand tu ébauches ton intrigue, tu vas... enfin, moi, je sais que je me dis, avant même d'être dans une intrigue détaillée, j'ai même pas mes personnages, mais je me dis, tiens, j'aimerais parler de ce thème. À partir du moment où je me pose la question de l'intention de mon roman, de quoi j'ai envie de parler, quels sont les points que j'ai envie d'aborder, je vais déjà pouvoir commencer certaines recherches, notamment dans mon prochain roman où je vais parler un peu d'urbex, je vais parler un peu de dérèglement climatique. Je sais déjà, je peux commencer à aller me documenter sur certaines choses alors que j'ai même pas l'intrigue, j'ai même pas les personnages ou alors des silhouettes vagues. Que ça va influencer aussi l'intrigue. Bien sûr, parce qu'il y a aussi déjà des choses où je vais me dire non mais ça c'est trop compliqué, ou quelquefois où on part sur des choses peut-être trop ambitieuses aussi. Avec, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois, et il faut parfois réduire justement l'intention. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu appris au fil du temps, de ne pas faire 50 thématiques en même temps, il faut faire des choix. Et quelquefois, le fait de cela, je m'étais dit dans ce roman, oui, je vais faire une intrigue qui sera peut-être avec pas mal de politique, avec pas mal j'avais envie peut-être de parler des dérives sectaires, des choses comme ça. Et puis, en y réfléchissant et en élaborant un peu... Ça ressemble à notre podcast, ça part dans tous les sens. Mais en fait, il faut... c'est ça, et après, il faut centrer t'as perdu tous tes auditeurs. Non, restez là, on sait où on va, en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens... c'est aussi à cette phase-là, c'est une phase d'exploration, finalement. Et tu es obligé d'affiner les choses, que ce soit pour tes personnages, pour ton monde, pour l'environnement, pour les recherches que tu dois faire, mais aussi effectivement les thématiques. Et si c'est trop complexe et que ça dessert l'histoire, entre guillemets, ben oui, il faut faire des choix, ça c'est sûr. Et puis alors après, quand tu as... Alors, tu as une trame qui n'est pas encore élaborée de manière détaillée, mais tu sais de quoi tu vas parler, tu connais tes grands thèmes, tu connais à peu près tes personnages. Tu as dans les grandes lignes tes divers rebondissements, ta fin, puisque tu as commencé par ça. Après, dans ton process, est-ce que c'est suffisant pour te mettre dans la phase d'écriture proprement dite ou pas? Je joue l'avocat du diable. Ouais. Non, après, j'ai besoin de me faire un synopsis très détaillé. Et en fait, c'est là où je me raconte l'histoire à moi-même. Non, mais fais pas de grimace, tome 3. Si on peut dire ça comme ça, quoi. Parce que, non, mais ça peut paraître bête, parce que c'est moi qui écrit l'histoire, donc je la connais, donc pourquoi je me la raconte? Mais je me la raconte dans les détails, où je vais jusqu'à l'intention de chaque scène, l'enchaînement entre les deux scènes. Oui, alors c'est vrai que toi, on en avait parlé aussi. Redis-moi le nom du logiciel que tu utilises. J'utilise Scrivener. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu peux le faire avec n'importe quel... Oui, mais qui est pas mal justement pour aller vraiment dans le détail du détail. L'équivalent, ça serait les post-it, et les post-it que tu mets... ou un tableau Excel quelque part avec plein de références. Plein de couleurs différentes. Et, oui, parce que toi, c'est vrai que tu vas vraiment dans le détail. Tu vas jusqu'à être scène par scène à l'intérieur d'un chapitre. Oui, scène par scène, oui. Ouais, alors que non, moi je m'arrête au chapitre, je pense, ouais. Alors, pareil, alors on parle du processus actuel, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Avant, probablement que j'avais un synopsis beaucoup moins détaillé, que j'écrivais tout, et qu'à la correction, c'est de loin pas rare que j'enlève des scènes qui sont ennuyeuses, en fait. Qui apporte rien, ouais. Et tu peux passer l'info autrement ou de manière plus dynamique, etc. Et maintenant, je fais l'économie de les écrire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon synopsis, ces scènes-là, elles sont évidentes. Elles te sautent aux yeux. Parce que c'est 5 lignes ou 10 lignes. Donc tu dis, qu'est-ce que ça fout au milieu, là? J'étais bien dans mon rythme, et puis c'est tout mou, je raconte rien, on apprend juste ça, allez, je le passe ailleurs.
Du coup, je la fais sauter et j'ai pas à l'écrire. Donc je fais de l'économie comme ça parce que moi, mon problème, c'est qu'après, une fois que je suis rentré, il faut que je vomisse mon premier jet. Il faut que tout sorte. Donc je suis tout mon synopsis détaillé. Et ça me permet aussi d'être relativement rapide, dans l'écriture de ce premier jet. Oui, mais avec un premier jet, alors là, c'est aussi la différence un peu entre nous. Avec un Premier premier jet jet, qui est toi, pas tu qualitatif, vas, ouais. voilà, tu vas Il faut que je retouche derrière. réécrire beaucoup. Et là, à ce stade-là, tu l'as pas encore fait lire par des alpha lecteurs ou Non. Tu n'as pas d'alpha. Alpha lecteur, c'est qui lit un critique, on va pas dire un correcteur. Si on oppose le correcteur étant celui qui va plus s'occuper de la syntaxe, de l'orthographe, etc. Mais l'alpha lecteur serait le critique au fur et à mesure. L'histoire. Voilà. Tandis que le bêta, il va lire une fois que le premier jet est fini, voire corrigé. Personne ne lit mes textes avant une première phase de correction sur mon premier jet. D'accord. En revanche, Pardon, j'ai fait un petit bruit. En revanche, je teste mes idées sur les gens. En général, sur d'autres auteurs ou scénaristes. Alors que tu es en cours d'écriture après mon synopsis. Oui, d'accord. Entre mon synopsis et... Parce que là, une fois, quand j'ai mon synopsis détaillé, en fait, il manque que les détails et que le... Alors, c'est ce qu'on aime lire, mais l'histoire est faite. Oui. Donc, je peux la raconter à quelqu'un. Puis là, on va me dire, mais t'es con, jamais il ferait ça. Ou on va me dire, oh, c'est génial, mais s'il faisait ça, ce serait encore mieux. Et du coup, j'achète ou pas, mais ça me permet de tester ces idées. Combien de temps tu mets pour écrire un synopsis détaillé ? Ça, je saurais pas dire. Parce que j'en écris plusieurs en même temps, des fois. Mais disons, admettons qu'une séance... Alors, je dis pour moi, hein, mais moi, admettons, sur une séance d'écriture qui ferait, mettons, 2 heures, 2 heures et demie, pour bien faire un synopsis détaillé, il va me falloir, 2 séances peut-être. 2 séances. De tout un bouquin ? Ouais. 2 séances, voire 3. Donc je dirais entre 5 et 7 heures pour faire vraiment un synopsis bien détaillé et pouvoir me lancer dans l'écriture. Ouais, il me faut plus de temps, je pense. Ouais, mais il est plus détaillé que moi. En même temps, donc c'est logique. Il est beaucoup plus détaillé et enfin, on n'a pas comparé nos synopsis, je peux pas te dire, mais j'ai l'impression qu'il est plus détaillé. Non, mais dans ce cas, moi, j'écris pas scène par scène, donc c'est sûr que c'est bon, sûr. Déjà. Mais en plus d'écrire ce qui se passe, j'écris encore une fois, un peu de manière scénaristique. Donc t'écris entrée, des bouts sortie. Ah non, t'écris pas des bouts de dialogue ou des... Non. Ah si ça vient, si. Je me prive pas. Ouais. Parce que des fois, ça pose vraiment l'ambiance de ta scène. Des fois, le point de dialogue qui te vient, là, c'est le point d'orgue de ta scène. Oui. Puis il te reste à habiller le reste, mais c'est ça qui va passer. Si ça me vient au moment où j'écris le synopsis, évidemment que je la note. Ouais, elle paraîtra peut-être pas je comme crois ça, que ça m'arrive de temps en temps aussi. Ouais, donc, Mais par contre, je vais essayer d'avoir des trucs très schématiques du genre mon héroïne au début de cette scène, elle est très bas de morale, et elle a 20 points de mana et 30 points d'énergie, je sais pas, pour parler rôliste, quoi. Et à la fin de la scène, vu qu'il sera passé ça et ça, elle va être neutre et puis elle aura retrouvé son énergie, etc. Puis ça me permet d'enchaîner pour la scène par scène, tu fais ça ? Je fais ça scène par scène, oui, et par personnage. Ah oui, je comprends pourquoi ça te prend du temps. Mais peut-être que je fais trop, mais... Non, mais c'est super intéressant. Moi, je fais d'une manière beaucoup moins... Mais ça, c'est des questions de personnalité aussi. Toi, tu as une personnalité super méticuleuse. Peut-être analytique un petit peu. Voilà. Moi, je pense que je travaille un peu plus à l'instinct, mais je m'aperçois que c'est quand même important d'avoir une structure et surtout ce que tu disais à l'instant, je trouve que c'est vraiment un point qui me semble important, c'est de critiquer ce que tu as fait et de te dire mais quelle est l'utilité de ce chapitre, quelle est l'utilité de ce rebondissement. C'est très dur. Oui, c'est dur. Il y a des scènes juste le synopsis que j'adorais. Et quand tu relis l'ensemble, ça sert à rien, ça apporte rien, tu t'es juste fait plaisir à écrire ce truc.
Mais ça, c'est quelque chose, je pense, plus on écrit, plus on arrive à... Ouais, avec l'expérience. Voilà, parce qu'au début, c'est vrai qu'on se fait plaisir. L'auteur qui s'écoute écrire, et on l'a tous fait, ouais. et c'est douloureux à lire la plupart du temps, quand même. Enfin, après, ça peut être brillant, ça dépend, mais je trouve... Pour moi, en tout cas, pour mes textes, c'est comme ça. Ouais. Oui, mais puis je me place plus en tant que lectrice. C'est vrai que quelquefois, il y a sur des écrits que je qualifierais de non matures, parce que c'est des scènes qui servent pas à grand-chose, qui tirent en longueur et qui n'apportent rien. Et là, on se dit que oui, l'auteur s'est fait plaisir, ça semble évident, parce qu'il a décrit quelque chose qui lui tient à cœur, une scène qui lui plaît, où il a parlé d'un sujet qui le passionne. Mais c'est quand même important de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Et je pense que si c'est pour notre seul plaisir, mais qu'on destine par ailleurs son livre à être lu par d'autres que par nous-mêmes, c'est quand même important de savoir être critique et puis sabrer. Mais c'est vrai que je pense plus on avance, plus on y arrive. Donc voilà, on a parlé de l'inspiration, on a parlé de l'environnement, des recherches, des personnages, de la trame détaillée, des rebondissements de l'intrigue, de la fin. Quant à tout ça... Là, j'écris mon premier jet. Ah voilà. Ouais. Moi aussi. Et donc, comme je disais, je vais écrire ça le plus vite possible. Et en même temps, ça va vite parce que j'ai tellement détaillé mon synopsis que j'ai pas de travail entre guillemets créatif. Je vois juste les images défiler dans ma tête et je retranscris. Alors, c'est une question qu'on pose souvent, ça, et on nous pose souvent cette question et on a du mal à répondre, mais je te pose quand même la question. Combien de temps pour écrire ce premier jet, Cyril ? Ça dépend de la vraie vie qui est autour. Eh oui, mais tu ne vis pas de ta plume ? Bien sûr que non. Ben zut alors. Mais, déçue je suis. Moi non plus. Donc alors pareil, comme je suis un peu geek sur les bords, que j'aime un peu analytique, etc., je tiens aussi des statistiques. Ah oui, je me souviens que tu avais sur ton site, je ne sais pas si tu as encore, tu avais ce petit curseur où tu avais le pourcentage. Mais parce que j'ai enlevé ça, mais... Ouais, parce que tu sais exactement combien de mots tu vas avoir à la fin, et je suis admirative. Moi, je n'ai pas du tout... Bah, ça tient au fait que j'ai mon synopsis et que je sais combien j'ai de mots par scène ou de caractères par scène. Donc, quand mon synopsis est finement ciselé, ben, j'ai tant de scènes, ça me fera tant de milliers de caractères à 20 000 près, quoi. Ouais, mais donc... quand même. Non. Alors donc, admettons un roman... donc toi, tu écris des romans qui sont plus longs que les miens, clairement. Quand tout va bien et qu'il n'y a rien de particulier, puis que j'arrive vraiment à mettre... En tout cas, 1 heure par jour. Il faut que j'écrive tous les jours. Donc, je mets à peu près 1 heure et quart par jour. Oui. Ma vitesse de croisière, c'est autour de 1500-1600 mots par session. D'accord. Ce qui me fait une scène et demie. J'ai tendance à essayer de m'arrêter là où j'en suis, quand j'atteins mon objectif de mots. Oui. Pour pouvoir reprendre là où j'en étais. Et que je ne me pose pas la question. Mais j'ai moins ce problème maintenant que j'ai le synopsis détaillé, très détaillé. Et du coup, combien de temps ? Qui était ma question. Je veux cette réponse. Je peux te répondre pour un thriller, par exemple, où je sais que je vise à peu près 120-130 000 mots. Donc à 1500 mots par jour, ben... Tu vas me demander de faire le calcul, moi, c'est sûr. Voilà. Vite fait. Je prends mon téléphone. Allez, disons en 90 jours. En écrivant tous les jours. En écrivant tous les jours, 90 jours, premier jet, ouais. Donc 90 jours pour nos auditeurs non suisses et non belges. 3 mois. 3 D'accord. mois. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Mais pour un premier jet, donc comme tu disais... Non, mais on a déjà beaucoup de mois ou de semaines de travail de préparation avant. Combien de temps à ce rythme-là pour écrire un roman ? Ça dépend des projets. Il y a des projets où ça va super vite et tout est plié, moins le synopsis qui me prend 15 jours en quelques semaines. Et puis il y a des trucs qui traînent et qui se développent au long cours, genre pendant qu'il y a d'autres projets qui se font. Et ça, du coup, ça peut me prendre 1 an facile avant
de me lancer vraiment dans le premier jet. Ah, c'est 1 an avant de te lancer dans le premier jet? Ouais, ça peut arriver. Parce que tu mûris l'histoire? Ouais. Ah oui. D'accord. Non, mais on a le droit d'avoir des trucs qu'on fait pas pareil. Pourquoi je suis arrivé à faire ça? C'est parce qu'il y a des moments dans l'écriture du premier jet, malgré que tout est écrit, etc., qui sont durs. Ce que au début de l'épisode j'appelais le ventre mou. Oui. L'acte 2 d'un truc en 3 actes. Les enjeux sont établis, mais en même temps, le personnage découvre un peu ce qu'il faudra faire, etc. Il y a un peu plus de description, il y a un peu plus d'informations à donner au lecteur. Et c'est pas que c'est ennuyeux, mais c'est long avant d'arriver vers un... Tu vois, c'est bien plus lent à écrire que le climax avec des scènes d'action et des choses comme ça. Toutes les scènes de description, d'explication, les scènes d'exposition un petit peu qui sont ou de transition, qui sont pas les scènes d'action, quoi. Bon, c'est vrai que nous, en même temps, on aime les scènes d'action vu le genre dans lequel on écrit. Oui. Et c'est pas que ça m'ennuie, mais du coup, si je le sens, je veux pas me forcer à écrire parce que je sais qu'après ça va faire un truc mauvais, puis je vais le réécrire, donc je perds juste du temps. Par contre, ce qui m'aide, c'est de m'exciter sur un autre projet. Puis je reviens après sur ce projet-là à neuf. Donc je vais aller peut-être travailler 1 heure ou 2 sur le synopsis d'un autre ou sur les recherches d'un autre. Et tu arrives vraiment à jongler comme ça, à passer de l'un à l'autre. Ouais, mais jusque-là, ça a marché parce que je switchais de genre à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc, comment ça va faire? Là, mon intention, c'est... je suis en train d'écrire un thriller. Je pense que le prochain, ça sera aussi un policier ou un thriller. Donc, j'ai déjà des idées, mais je me retiens. J'ai peur de contaminer celui-là avec... Oui, parce que c'est l'inconvénient si tu écris 2 textes dans le même genre. Ouais. Tu risques pas de te mélanger un peu... Ah bah oui. Et donc là, je me retiens. Alors, j'en ai un autre qui est pas dans le même genre, qui est en fond de ma tête aussi, puis qui est... Dans un genre fantastique, du coup, ou bien... Qui est de la SF. Tac. Et puis la nouvelle dont on parlait en début d'épisode. Mais ça, c'est tout frais, donc j'ai encore pas beaucoup bossé dessus, mais oui. Oui, mais elle te plaît bien. Oui. Donc, tu as 4 projets en cours actuellement? Oui, c'est ça. C'est bien, du boulot en perspective. Ça manque pas. On manque pas d'idées. Hein. Ça, non, ça c'est un avantage. On manque de temps, les auteurs. On manque pas d'idées. Après, oui, alors bon, après ça dépend. Je pense qu'il y a aussi le fameux syndrome de la page blanche qui peut arriver, mais ouais, nous, pas trop. Hein. Est-ce que c'est pas un truc de jardinier? On est spéciste. Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien parce que le truc de la page blanche, par définition, elle est blanche, donc tu n'as encore rien écrit. Donc j'imagine que ça peut aussi arriver avant de rentrer dans le dur. Si tu as une idée, une thématique. Alors c'est sûr que l'amorce, le début d'un roman est parfois difficile. Enfin, je veux dire, quand on est dans le prologue ou s'il n'y a pas de prologue, le chapitre 1, commencer la première phrase. C'est pas toujours simple et c'est sans doute plus facile effectivement quand tu as déjà ta trame et que tu sais où tu vas et ce que va contenir. C'est pour ça que je commence pas par la première. Non, mais en synopsis, je commence pas par la première scène quand je l'écris. Ouais, ah oui, moi aussi. Moi, je suis beaucoup plus classique que toi en vérité. Bon, je crois que. On a dépassé largement l'heure. C'est vrai. Mais on a parlé que de moi du coup. Ben non, on a... Attends, de toi, je sais pas comment tu développes tes personnages, comment tu... Je sais que tu fais pas de synopsis hyper détaillé, mais... Alors, je fais pas de synopsis hyper détaillé, quoique, comme je disais, ça dépend du genre et je pense davantage sur ce qui est roman noir. Et après, mes personnages, je les développe également beaucoup moins que toi. Comme je disais, le mood board, absolument pas que ce soit à destination des lecteurs ou de moi-même. Je sais pas décrire tellement physiquement mes personnages en général. Je les décris peu. J'aime pas trop. D'ailleurs, c'est
pour ça m'a fait drôle quand j'ai commencé à écrire de la jeunesse et donc des romans qui sont illustrés. Et pour la maison d'édition aux Suisses avec qui je travaille font appel à des illustrateurs sans énorme concertation avec l'auteur, en tout cas au début. C'est-à-dire que c'est vraiment l'éditrice qui choisit. Et une fois qu'ils ont choisi, ils font, je pense, des appels d'offres, enfin, mais on ne voit pas les différents choix. Et une fois qu'ils ont choisi, ils t'envoient une première image avec les personnages. Et donc, tu découvres les personnages et tu les voyais pas comme ça. ex nihilo. Et ça dépend, mais il y en a pour certains, effectivement, je les voyais absolument pas comme ça. Mais je les voyais pas. Donc, c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'il y en a, notamment pour le tombeau de la reine Berthe, où il y a un des héros qui a été dessiné. Il est un petit peu fort, un petit peu rond. Et c'est pas du tout mentionné dans le texte qu'il ait cette caractéristique. Mais j'ai trouvé que ça lui convenait très bien. Mais j'ai eu un temps de surprise. Tu l'as découvert à ce moment-là. Oui, je me suis dit, tiens. Alors j'ai eu une première interrogation pour me dire, mais est-ce que je l'ai décrit de cette manière-là, grand, gros, costaud, quoi. Et puis je me suis dit, mais je pense que non. Et puis je me suis dit, mais ça va parfaitement. Je suis très bonne cliente. Ça colle, oui. Je suis très bonne cliente. Mais c'est vrai que donc je l'ai décrit assez peu dans mon travail d'amont, à part les choses qui vont être importantes pour l'intrigue. Pour l'intrigue, oui. Est-ce que tu te souviens de tes rêves ? Ça dépend. Oui. Je plisse les yeux. Je pose la question parce que je me demandais personnellement si ça venait de là. Moi, quand je me souviens de mes rêves, il n'y a pas de visage sur les personnes ou les personnages qui hantent mes rêves. J'ai jamais eu de représentation où je peux dire. Je sais par exemple que c'est une personne ou une autre, mais je ne vois pas le visage. C'est comme si c'était flou. Non, moi je vois. Parfois, je me dis que quand je décris mes personnages, c'est un peu ça. Je laisse beaucoup de place à l'imaginaire du lecteur, parce que je trouve ça élégant aussi. Oui, mais puis je pense que les lecteurs apprécient. Mais pas tous, il y en a qui ont besoin de la description du nez aquilin, il y en a qui passent. Et la chevelure bouclée qui cascade sur les épaules. Pas mon truc, mais. Non. Pourtant, ça me gêne pas quand je le lis. Enfin, la chevelure qui cascade sur les épaules et les yeux qui pétillent. Parce qu'on est dans les clichés. Tout petit peu, même si j'ai dû le commettre dans ma jeunesse. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Non, blague à part, moi c'est pareil, j'aime pas spécialement décrire. Après, il y a des éléments qui vont être important. Mais c'est vrai que quand je te parlais en off tout à l'heure, justement, on a discuté de mon intrigue et merci pour les pistes que tu m'as apportées. C'était très sympa. On a failli pas enregistrer tellement on était parti dans notre truc. Et comme je t'ai dit, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, et je pense que je vais me lancer dans l'écriture comme ça, c'est-à-dire que mon héroïne, je sais qu'elle a eu des problèmes. Je sais qu'elle a un passé, pas simple, qui l'a amenée là où elle en est. Mais je ne sais pas qu'elle allait se passer, et puis je le découvrirai en cours de route. Donc en cela, j'ai un petit côté jardinier quand même, je pense. Mais ça ne va pas gêner. Sur les personnages, c'est... Ouais, sur les personnages, essentiellement. Ouais. Mais comme tu dis, et je te rejoins quand même, les personnages, c'est eux qui font l'intrigue. Donc on pourrait se dire, c'est important qu'ils soient bien ficelés. Oui, mais encore une fois, je ne développe pas Je fais un casting, mais je ne développe pas une fiche personnage avec... il aime les cerises, mais que telle marque, que les griottes, telle variété, merci, je ne trouvais plus mes mots. C'est affligeant pour un écrivain. Mais on digère. Quand il avait 5 ans, il s'est fait mal au genou. Enfin, tu vois, je ne développe pas du tout mes personnages comme ça. Je les découvre au fur et à mesure. On les découvre, oui. Après, il faut noter. J'ai une idée noter... assez précise de ce qu'ils sont au moment de l'intrigue. Si tu veux. Oui, et puis dans ce cas-là, finalement, on fait aussi des fiches personnages presque a posteriori, parce qu'à partir du moment où tout à coup, tu te dis en phase d'écriture, tiens, il adore les griottes, tu as bien intérêt à l'avoir noté quelque part. À le noter, et certains détails qui sinon tu peux te faire avoir. Là, dans mon prochain roman là, qui va paraître en août, mon éditrice m'a rattrapé au vol. On est
On a fait, mais je sais pas, 50 relectures à nous tous, avec l'équipe éditoriale, moi, les correcteurs, enfin. Et il y a un moment dans l'histoire, il y a un mot qui est laissé, un mot compromettant, enfin c'est écrit sur une feuille de papier d'une personne qui en agresse une autre et qui lui donne un rendez-vous sur un petit mot. Et ça ouvre le roman, donc je ne spoil pas trop en disant ça, et dans la version originale, je dis le mot la personne qui l'avait écrit avait fait très attention de ne pas l'écrire à la main pour que son écriture ne soit pas identifiable. Et à la fin du roman, je reparle de ce mot en disant « il reconnaît l'écriture ». Et on est passé là-dessus, et mais je bim. ne sais pas combien de fois. Et heureusement, mon éditrice, elle m'a envoyé juste avant d'envoyer à l'imprimeur, elle m'a dit « je crois qu'on a une petite incohérence ». Et oups. Et comme quoi... C'est aussi un des avantages de mes synopsis très détaillés, c'est que si je cache une arme dans un tiroir au début, il faut qu'elle serve avant la fin. Oui, c'est alors... un grand classique, mais le nombre de fois où tu te fais avoir avec ça, où tu laisses des fausses pistes et des machins et qu'ils ne sont pas satisfaits, c'est très frustrant pour le lecteur. Alors oui, mais ça c'est un synopsis, petit peu différent. Ouais. Mais ça, c'est vraiment ça, c'est les fondamentaux de ton intrigue. Donc ça, finalement, ouvrir une porte, toutes les portes qui ont été ouvertes doivent être fermées. Et j'en ouvre des portes. C'est certain. Ben oui, mais c'est ça qui fait aussi l'intérêt de tes intrigues, avec un foisonnement, avec des rebondissements. C'est-à-dire que si on n'ouvre pas plein de portes au départ, on va avoir quelque chose de très linéaire, parce que notre objectif, on est quand même des filous, notre objectif c'est quand même de balader le lecteur et puis de le perdre, mais si nous on se perd, bah, c'est raté à la fin. Donc voilà. Bon, peut-être qu'on va s'arrêter là. Peut-être qu'on va s'arrêter là. On a bien papoté comme toujours. Je ne sais pas si vous avez une vision claire de notre processus d'écriture, sinon qu'il est très fouillis et très compliqué. Mais oui et non. Après, je dirais que ce n'est pas, comme on l'a dit à l'ouverture de cet épisode, on n'a pas pour prétention de donner une méthode à suivre. Je pense qu'il n'y en a pas. Il faut trouver chacun sa manière de faire. Et comme on le disait, et clairement, je pense que ça s'est senti pendant cet épisode, elle évolue aussi pour un même écrivain. Mais d'ailleurs, elle évolue aussi parce que tu la confrontes avec d'autres écrivains et écrivaines qui, quand tu discutes avec eux, ils te disent qu'ils font d'une certaine manière. C'est vrai aussi. Et ça te permet d'essayer des choses aussi. Oui, ou en écoutant aussi des podcasts, enfin des podcasts axés sur techniques d'écriture, etc. Je pense que ça peut être très intéressant et très enrichissant, en effet, de voir la manière dont les autres travaillent et d'adopter certaines ou de les essayer, manières ou pas. Ouais. Merci Catherine, c'était un long épisode, mais très intéressant pour moi, même si j'ai beaucoup parlé. Mais non, mais je crois que c'était pas si déséquilibré. On verra au montage. Écoute, mais je crois que ça allait très bien. Merci à toi, c'était très intéressant effectivement. J'espère que nos auditeurs ont aussi apprécié. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, des retours, à nous dire si vous avez apprécié, si vous êtes auteur, à partager avec nous vos manières de faire. Et si vous êtes lecteur, est-ce que ce genre d'épisode vous intéresse, notre façon de faire, notre façon de travailler, le backstage ? Exactement, n'hésitez pas, on est disponible sur les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, sur notre site www.duodeplume.com et sur les réseaux sociaux, vous tapez Duo de Plume sur Instagram ou sur Facebook, surtout sur Instagram, je dois dire. Et sur YouTube également, parce qu'il faut faire monter ces 15 personnes qui nous regardent. On peut que faire mieux. Ah, forcément, oui. Mais merci en tout cas à vous de nous suivre épisode après épisode et de nous faire des retours. Ça nous fait très plaisir et ça nous booste. Et on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci Catherine. Merci Cyril. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.
Mm.